Bonjour. Je dis donc bonjour et bonsoir à tous ceux qui sont connectés sur diascongo.com pour suivre notre émission. Quelques minutes pour tout dire. Oui, nous avons vu sur notre plateau, sur mon plateau surtout, les candidats en Belgique aux élections communales. Nous avons aussi vu défiler sur mon plateau les représentants, les combattants qui étaient là, qui voulaient sanctionner. On vous a promis la suite, comme on tient toujours promesse. À mes côtés, j'ai Madame Mouchebele qui est à mes côtés, elle qui est ex-conseillère communale, donc elle est sortante. Elle est aussi avocate. Je dis bonjour Madame. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Et toi-même? Bien, merci. Alors, de l'autre côté, j'ai Monsieur Jeannot Kabouya qui est journaliste combattant, qui a parlé aussi en tant que combattant dans d'autres de nos émissions et il est à mes côtés. Bonjour Monsieur. Bonjour. Comment vous sentez-vous? Je me sens toujours très bien. Dans la France, dans le Canada, les États-Unis, la Corée, partout dans le monde. Bino bozolanda biso à internaute nyonso to chaîne na bino angoyo diascongo.com ezali chaîne actualité pour la information, pour l'actualité, pour la meilleure connaissance na bino ozomona ba komi TV live. Et Nicolo Bakeza télévision en direct, radio ezali, DJ John Azali wana fraîchement pour la bino 24 heures sur 24, Neka Tozoloba, Diascongo, seulement la différence. En Belgique, c'est déjà passé. Donc, aujourd'hui, on parle de l'après-élection en Belgique, aussi des Congolais, de ce qui se passe, de comment ils vont se comporter après, qu'est-ce qui va arriver après. Madame, on voit bien. Madame, vous avez été candidate. Vous êtes aujourd'hui sortante parce que vous n'avez pas été élue. On va dire que les Congolais ont sanctionné. Vous avez été sanctionné. Comment vous sentez-vous? Comment vous vivez les choses? Mais d'abord, quand on fait de la politique, il faut accepter tous les verdicts. Et il faut se conformer au verdict de l'électeur. J'ai été conseillère communale pendant 6 ans et je me suis représentée aux élections communales cette fois-ci et j'ai obtenu 514 voix. Je voulais d'abord remercier toutes les 514 personnes qui m'ont fait confiance et qui ont accepté de me reconduire à nouveau. Et je voulais également remercier toutes les personnes qui m'ont aidé parce que conquérir 514 personnes, ce n'est pas une chose facile, surtout quand il y a plusieurs candidats d'origine congolaise sur toutes les listes. Donc ça veut dire que ces 514 personnes ont eu le choix entre plusieurs candidats qui étaient aussi compétents les uns que les autres et je ne dénie personne. Et je pense que moi je ne me suis pas sentie sanctionnée du tout parce qu'il y a eu plusieurs facteurs. Donc je suis sur un parti fort, on a gagné les élections. Je suis très contente, on a eu plus de 28%. Le PS a eu l'adhésion de plus de 28% des Bruxellois, ce qui est énorme. J'ai fait un très bon score, je me suis bien battue. Donc je ne me sens pas du tout sanctionnée parce que venant d'un parti à un autre, j'ai changé en dernière minute. Et je trouve que les Congolais qui ont eu l'information de voter pour moi l'ont fait. Et je n'ai pas envie d'être négative ou pessimiste, je pense que j'ai encore le temps et l'avenir devant moi. Donc moi, je ne me sens pas sanctionnée. Donc vous pensez que vous en êtes bien sorti alors? Il y avait beaucoup de candidats, ce qui n'était pas le cas en 2006, donc c'est très difficile. Il y en a sûrement qui se sentent sanctionnés, mais pour ma part, moi, je préfère être positive parce que l'avenir est encore devant moi. J'ai encore plusieurs élections à faire, j'ai encore plusieurs combats à mener. Et voilà, je me remets au verdict de l'électeur, parce qu'en politique, il faut savoir gagner, il faut savoir gagner une élection, et quand l'électeur décide que c'est plus ton tour,
c'est le tour de quelqu'un d'autre. Il faut savoir dire aussi à l'électeur, il n'y a pas de problème, je me retranche, je continue à travailler, je continue à être sur le terrain et je continue à parler avec l'électeur pour voir qu'est-ce qui a été et qu'est-ce qui n'a pas été. Je me tourne du côté de M. Kabouya. On vous a entendu, donc oui, on va boycotter. La sanction, c'était le mot. La sanction, vous avez sanctionné. Êtes-vous satisfait? Nous avons satisfait, mais nous avons sanctionné effectivement, comme on l'avait dit et comme on avait appelé à un boycott. Mais le but n'était pas un but de faire une revanche contre qui que ce soit. C'était une but d'abord pour essayer de donner, de réveiller cette classe politique francophone. Oui, mais quand vous avez sanctionné, vous devez sanctionner ceux qui avaient déjà travaillé. On voit les nouveaux comme M. Kayomo qui n'a pas été élu. En plus, il marchait à vos côtés. Vous aurez dû le soutenir quand même. Mais vous vous souvenez ce que j'avais dit l'autre fois à vos plateaux, c'est que notre but, c'était de sanctionner les partis francophones. Donc, excusez-moi, si vous vous souvenez, M. Kayomo fait partie du FDF, qui est un parti francophone. Or, ça faisait partie d'un parti qui devait être sanctionné. Nous avons Mme Annie Boitou à Anvers, qui est aussi combattante, qui a été élue sur une liste flamande. On avait dit, et vous pouvez retrouver des images dans lesquelles je disais au mois de décembre, on invite nos frères à se présenter sur les listes flamandes et on votera pour eux. C'est ce qui s'est passé. Et donc, quelque part, il faut savoir pourquoi est-ce que nous demandions ce boycott. Nous avons demandé ce boycott justement parce que nous avons l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, ça s'est avéré être réel, c'est que nous avons toujours les partis francophones représentés par des M. Renders, ministre des Affaires étrangères, qui font du lèche-bot à tout moment à ce pouvoir en place, malgré qu'il y a des crimes, qu'il n'y a pas de respect des droits de l'homme, et ce sont eux qui encouragent ce pouvoir qui est moribond, qui est d'abord usurpateur des élections qui ont eu lieu. Donc dès le moment où ces gens-là, ils sont là par défi, parce qu'ils se maintiennent par les armes. Ils sont dans leur pays, ils ont été élus et votés par les Belges eux-mêmes. Ils ont été élus par les Belges. Congolais ne comptent pas vraiment. Non, ce que je dis, c'est que ces Vous gens-là, êtes minoritaire en Belgique par rapport aux Belges. Hein. Ils utilisent quand même les quelques Congolais qui mettent, et pas que des Congolais d'origine, sur les listes pour avoir des voix. Et selon nous, combattants, on trouve que voter pour les partis qui soutiennent une personne qui est, selon nous, qui a volé la victoire de M. Tshisekedi, est un affront et que ça serait une certaine complicité si nous devions voter pour ces partis-là. Ça voudrait dire qu'on encourage et qu'on est dans la même lignée que ces partis-là. Donc c'est pourquoi il était nécessaire pour nous de boycotter. Et surtout, le message était le suivant. Ne pas voter pour les partis francophones, c'était pour qu'ils puissent réagir. Réagir à quoi? À leur attitude vis-à-vis des soutiens qu'ils ont par rapport aux dictateurs au Congo. Mais en même temps, vous avez vu que, par exemple, dans notre travail que nous faisons tous les jours de sensibilisation, nous avons pu avoir une oreille attentive, une oreille qui nous a écouté, celle de M. François Hollande, parce que vous avez vu que M. François Hollande a dit on en reviendra, M. Kabouya. Oui, je voulais juste revenir sur les déclarations de M. Kabouya. Je pense qu'il ne faut pas souvent mélanger les régions. En région Anvers, on est en Flandre, donc c'est logique. Les gens qui habitent à Anvers n'ont pas le choix, ils n'ont pas de liste francophone pour qui voter. Donc quand vous dites à un Congolais qui habite néerlandophone, il n'y a pas de en Flandre, il y a des partis néerlandophones. Quand vous dites à un Congolais qui habite en Flandre de voter pour un parti flamand, c'est normal, parce qu'il n'a que les partis flamands pour lesquels il peut voter. Donc, les Congolais aussi qui s'impliquent en politique en Flandre ne sont pas aussi nombreux que les politiques qui s'impliquent en politique ici, en région de Bruxelles-Capitale. Moi, j'ai parlé particulièrement de Bruxelles-Ville parce que c'est la commune que je connais, c'est la commune dans laquelle j'ai exercé mon mandat pendant 6 ans. Moi, en fait, pourquoi je dis que le boycott a eu un effet, certes, mais pas aussi fort. Je sais que moi, j'ai loupé mon siège à 21 voix, j'étais à 21 voix. Donc, sûrement, oui, il y a eu sûrement aussi les effets du boycott. Mais il y avait une Congolaise qui était sur une liste néerlandophone, elle n'a eu que 200 voix. Hein. Par rapport aux 6000 Congolais qui sont à Bruxelles-Ville, je ne pense pas que
le message est passé aussi fort de voter les partis néerlandophones. Et puis, moi, tous les partis avaient fait des listes bilingues. Nous, on a fait la liste PS-SPA. Et les 2 néerlandophones qui étaient sur notre liste, c'était des blancs, et ils ont été élus. S'ils étaient sur leur liste à eux, ils auraient été élus par des blancs. Donc, de toute façon, boycott ou pas boycott, moi je n'en parle pas et je n'ai pas envie de rester dans cet aspect boycott parce que finalement, le parti où je suis a gagné les élections haut la main, a eu 18 sièges. Je ne suis pas dedans, mais moi je me réjouis de cette victoire collective parce que de toute façon, on est dans des élections communales, ce sont des problèmes communaux, donc souvent on est en train de dépasser en fait les sphères de ce qu'on pourra faire. Là, même si j'avais été élu au niveau communal, il y a certaines choses qu'on m'aurait demandé qui dépassent la sphère pour laquelle j'ai été élu. Donc je pense que, voilà, il y aura des élections fédérales en 2014. Et là, on devra entrer, c'est maintenant qu'on doit entrer dans toutes ces discussions. Et vous allez revenir? Vous serez candidate une fois de plus? Écoutez, l'avenir est là, l'avenir est devant moi, et je dois discuter avec les hautes instances de mon parti, et en temps voulu, je reviendrai vers vous et je vous dirai quel est mon plan, mais de toute façon, moi je suis là pour les Congolais qui ont voté pour moi, et même pour ceux qui n'ont pas voté pour moi, parce que de toute façon, je fais de la politique. On ne fait pas de la politique simplement parce qu'on a un mandat et qu'on veut montrer qu'on a son mandat. Non, la politique c'est quoi? C'est les relations humaines en fait. Hein. C'est gérer la société et savoir discuter. Et c'est maintenant que, voilà, on doit pouvoir parler des problèmes qui nous concernent, les problèmes du Congo, parce qu'en 2014, on aura une échéance fédérale. Et je pense que c'est maintenant que nous, Congolais de la diaspora, on doit se positionner par rapport à l'échéance de 2014. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait été mieux de sanctionner au fédéral? Parce que ce serait là vraiment où vous aurez eu raison, parce que les communales, en même temps, ce n'est pas dans leurs compétences. Donc la sanction n'est pas vraiment justifiée. Ben, je vais d'abord revenir sur ce que Madame Lydia vient de dire. C'est qu'il y a une chose qu'il faut comprendre. Quand nous disions boycott parce qu'il y a une communauté qui s'appelle la communauté congolaise, qui voulait que la voie pour laquelle elle manifestait par rapport aux histoires qui se sont passées au Congo, que les gens qu'ils ont élus, qu'ils ont mis à la tête des institutions belges puissent parler à leur nom. Et dès le moment où ils n'ont pas parlé à leur nom... S'ils ne sont pas mandatés pour ça. Non, mais qui... Alors, je vais vous dire, M. Emir Kir est une personne d'origine turque, élue par la communauté turque. Mais quand on touche à tout ce qui touche aux Turcs de Belgique et qui a à voir, parce que je peux vous donner un exemple, des problèmes qu'il y avait eu entre Kurdes et entre les Kurdes, c'est que M. Emir Kir, on l'a entendu. Il a pris position, il a parlé en tant que leader qui a été élu, vous comprenez? M. Emir Kir est ministre régional. On ne va pas me demander, moi, conseillère communale, alors qu'il y a des gens... Moi, je reviens avec... je ne vais pas être contradictoire, M. Kabouya. Mais juste pour que je termine... Bien sûr, je vous laisse continuer, excusez-moi. Juste pour terminer, j'aimerais juste dire qu'on ne demande pas qu'en étant conseillère communale d'une commune, de faire annuler les votes des élections qui se sont passées au Congo. Ce n'est pas ça que nous demandons. Nous avons voulu leur présence à nos côtés, une présence humaine qui devait se manifester pour dire que voilà, nos élus, pas que quand on marche, ou de différentes manières, ils pouvaient se manifester pour qu'on sache que ces gens-là, ils sont là, ils se manifestent et que, voilà, ils nous soutiennent. Et que quelque part, parce que ces gens-là sont nos porte-voix. Quand on dit porte-voix, c'est porte-voix en tout. Ça veut dire que dès le moment où vous êtes dans un parti politique, vous êtes censé, même si vous êtes conseiller communal, quand vous avez entendu les réclamations de votre communauté qui vous a mis à cette place-là, dire Madame la Présidente de mon parti, ou Monsieur le Président, ou toute autre personne de droit, excusez-moi, j'ai l'impression qu'ils sont en train de gronder parce que... Ça veut dire qu'à un moment, il faut avoir... C'est un travail de porte-voix. Ça veut dire que vous devez être les personnes qui devraient aller rapporter qu'est-ce que la communauté a dit, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils grondent, pourquoi est-ce que... Il faut savoir s'exprimer et expliquer ce problème-là. Mais ça ne veut pas dire qu'au niveau où vous êtes, vous allez résoudre les problèmes du Congo ou quoi que ce soit. Ça veut dire qu'à un moment, nous nous sommes retrouvés, nous n'avons pas accès pour aller parler à ces gens-là,
pour leur dire quels étaient les vrais problèmes, qu'est-ce qu'on en pensait. On a dû frapper à des portes. On va laisser Madame réagir. Moi, je voulais juste rajouter par rapport à ce que M. Kaboué a dit, mon expérience personnelle, et je ne suis pas contradictoire, je redis les choses que j'ai dit pendant la campagne électorale, et je disais, toute personne, la sanction c'est normal, quand on est politique, il faut accepter la sanction. Moi, je suis politique, je me suis présentée, je n'ai pas été élue, et je l'accepte, et je continue le combat. Cependant, je dis, il faut sanctionner chacun en fonction du degré de pouvoir et de compétence qu'il a dans son parti. Vous savez bien que dans un parti, un conseiller communal qui pèse 1000 voix et un conseiller communal qui en pèse 3000 et qui a tel mandat n'ont pas la même écoute. Donc, vous avez mis un peu, je pense qu'on a un peu généralisé tout le monde. On a mis tout le monde dans le même sac. Et ça, c'était un peu dommage et c'était un peu déplorable parce qu'on ne peut pas demander à un simple conseiller d'une commune, même le président de son parti, il ne voit pas chaque semaine. Non? Quand il y a conseil des ministres, le Premier ministre voit ses ministres tout le temps. Maintenant, le Premier ministre ne voit pas les députés tout le temps. Donc, un conseiller communal ne voit pas son chef de parti chaque jour. Le chef de parti a des réunions et des apartés avec les députés, les ministres. Le conseiller communal, il ne voit que sporadiquement pour des problèmes qui ont trait à la vie, à son mandat. Cependant, le conseiller communal peut également être le porte-voix de sa communauté. Mais vous comprenez que le conseiller communal n'aura pas le même impact auprès du président du parti que l'autre personne de sa communauté qui fait plus de voix et qui a une plus grande autorité dans le parti. Madame, de ça. Aujourd'hui, actuellement, on va être pragmatique. Il y a moins de Congolais sur la scène politique en Belgique. Comment vous voyez l'avenir de la politique belge, surtout pour nous de la diaspora? Maintenant, ça dépend de chaque mandataire, ça dépend de chaque candidat. Moi, je pense que l'erreur que moi, je ne peux pas commettre, c'est pas parce que je ne suis pas élu cette fois-ci que je ne serai plus élu un jour. Voilà. Moi, par exemple, j'accepte la sanction et je regarde ce qu'il faut. Quand on n'est pas élu, il faut regarder aussi son bilan. Voilà, qu'est-ce qu'il faut corriger? Comment aller de l'avant? Voilà, là, on a des échéances bientôt. Comment on va faire tout justement? Voilà, là, je ne suis plus mandataire public, mais je fais de la politique. Comment on va faire malgré ça? Malgré le fait que je ne sois pas élu? Voilà, on va se concerter avec M. Jeannot Kabouya, avec d'autres. Moi, je suis ouverte, je suis là pour écouter. Là où je pourrais porter le message de ma communauté, parce que je sais que la plupart des gens qui votent pour moi sont des gens issus de ma communauté. Et voilà, c'est ainsi qu'on va essayer de restaurer ce qui a été brisé. Voilà, moi je pense que c'est la meilleure chose. Moi je dirais d'abord que pour évoluer un peu plus loin, le boycott a eu lieu, ça s'est passé comme ça s'est passé, mais que personne ne doit prendre ça personnellement. Ce n'était pas un boycott qui visait une personne en particulier, ça visait avant tout, et il ne faut pas se perdre de vue là-dessus, ça visait les partis politiques francophones. Donc là, on peut clôturer ce débat-là. Mais maintenant, à côté de tout ça, moi je déplore une chose dans la politique que nous menons de la communauté congolaise, c'est que nous n'avons aucun leadership. Un vrai leadership. Ce leadership que je recherche, qui, quand on parle, on a un lobbying, quand on dit quelque chose, on est puissant, on nous respecte. Aujourd'hui, nous avons en fait... Pourquoi ne pas utiliser, monsieur, ceux qui M'attendez comme ça, je vais là. vous dire. Nous avons un problème qu'on appelle... On a des séquelles encore de l'ancien régime, du régime moboutiste. Ça veut dire que la personne que vous élisez, il est là, il parle à son nom. Moi, c'est devenu un petit peu la personne au-dessus qui règle la vie de tout le monde. Mais vous pensez tous les candidats qui avaient... Attendez comme ça, je développe. Attendez comme ça, je développe. Attendez comme ça, je développe. Ce que j'essaie de vous dire par là, c'est qu'il faut pousser le débat plus loin. Arrêtons toujours de voir ou de personnifier la diaspora en une personne. Ça veut dire que quand vous regardez, et c'est ça que j'essaye de pousser le débat plus loin en vous disant toujours, quand vous regardez par exemple les Arabes, ils sont plusieurs, ils ont plusieurs leaders.
Il n'y a pas un seul leader qui va dire c'est moi le leader des Marocains en Belgique, de la communauté d'origine belge. Mais attendez, comme ça, je vous dis. Ils ont aussi des problèmes, mais ils ne feraient pas ce que vous avez fait, enfin, ce que la communauté a fait, la sanction contre leurs frères. Mais non, attention, les cas ne sont pas les mêmes encore une fois. Et vous devez. Il faut pas. C'est ça le problème. Non, la comparaison par rapport à autre chose. Mais là, vous êtes en train, ou soit vous ne suivez pas ce que je dis. Je vais d'abord vous dire une première chose. C'est que les Arabes, ils sont très soudés entre eux. Vous le savez? Ça veut dire que nous avons des gens qu'on met à la tête, qui deviennent des leaders, et quand ils sont au-dessus, qu'est-ce qu'ils font? La première chose qu'ils font, c'est qu'ils divisent tous les autres. Ça veut dire, mais non, attendez, il faut que je développe. Mais il faut que je développe. Mais non, attendez. Il faut en fait. Non, on a peut-être le pouvoir de sanctionner, mais comme je vous ai dit. Non, mais on va pas revenir toujours sur la même chose. Je vous ai dit pourquoi le but de la sanction, c'était pourquoi. Donc j'ai expliqué au tout début. Ce que j'essaye de vous dire ici, c'est que nous avons besoin d'un leadership fort. Et un leadership, on a besoin d'un leader qui rassemble que plutôt qui divise. Les Arabes, entre eux, sur les listes, ils ne se disputent pas pour dire, voilà, il faut que ce soit moi tout seul qui soit sur la liste, sinon ça va éparpiller les voix. Non! Regardez un peu les listes, je vous invite à regarder les listes des anciennes, des élections qui sont passées avant. Tu peux retrouver sur la liste, Madame Lydia, elle est témoin, elle peut vous le dire, il peut y avoir sur une liste de 50 personnes, vous retrouvez 20 Arabes, mais ça ne pose problème pour aucun d'entre eux. Ils font campagne en se tenant main dans la main. Mais chez nous, vous avez encore, et c'est ça que j'ai dit, on a un système hérité du Mobutu, ça veut dire que non, il faut que je sois tout seul, sinon. Et le problème, c'est que. Vous êtes concernée, madame, par rapport Écoutez, moi je pense. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'elle a changé peut-être de parti? Pourquoi est-ce que vous croyez qu'à un moment, même moi-même, dans ce combat que je menais au sein de ce parti-là, j'ai dû abandonner? Non, il y a des choses, il y a des malaises. Moi, je pense au malaise. Moi, je pense qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Bon, c'est vrai que le débat ici, c'était un débat par rapport à l'avenir. Mon changement de parti, c'est quelque chose que... c'est dans mon passé. Pourquoi j'ai changé de parti? Tout justement, je trouvais que j'étais dans un parti où il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de vision, en fait, pour les Congolais qui étaient dans ce parti. Les Congolais, on était juste des attrape-voix. Maintenant, c'est très simple. Le CDH est dans l'opposition à la ville de Bruxelles. On va voir. Parce que le CDH se targuait toujours. Oui, on vous a donné un échevin. Mais un échevin ou un ministre, c'est un mandat exécutif. Ça vient comme ça part. Mais quelle est la vision d'un parti pour la communauté congolaise? Moi, en tout cas, de ce que j'ai vu au PS aujourd'hui, il y a 2 échevins dans 2 communes différentes qui sont noirs, qui ne sont pas congolais. Mais le PS, vous n'allez jamais voir que Elodie Rupo va se lever. Il y a une sénatrice noire depuis des années. Il ne va jamais se lever en disant oui, on a fait ça pour la communauté congolaise. Parce qu'un mandat, un exécutif, c'est quelque chose qui vient et qui part. Il faut une vision, il faut un projet. Moi, je fais de la politique pour qu'il y ait un projet pour cette communauté congolaise, pour cette jeunesse. Et c'est ça qu'on doit travailler jusqu'aux prochaines élections. Qu'est-ce qu'on va faire, cette diaspora congolaise? On est ici, voilà, on est passé par les sanctions, on est passé par le boycott, c'est du passé. Moi, maintenant, je vais aller de l'avant. Je ne veux pas parler des choses qui sont passées en arrière. Oui, non. Moi, je suis là et je fais de la politique. Il faut qu'on ait des projets communs. M. Kabouya parle d'un leadership. Créons ce leadership. Mais Mme Fefe Toulouka, je vais rattraper les paroles de Mme Moutiébélé pour juste vous dire ceci. Nous avons eu des représentants, des grands leaders, n'est-ce pas, qui ont été élus, qui ont siégé. Aujourd'hui, je veux inverser les rôles. Quel bilan vous leur faites? Qu'est-ce qu'on peut dire, nous, aujourd'hui, la communauté, dire que voilà, on a eu des gens pendant 6 ans, voilà leur bilan. Moi, je vous pose la question. Quel est le bilan que vous retenez de leur mandat? Ici, c'est moi qui pose les questions, monsieur. Vous, dites-nous quel est le bilan que vous avez retenu de tout cela. Dites-le nous, puisque vous analysez... Moi, je peux donner le bilan. Je suis conseillère sortante. Et en tout cas, moi, je trouve personnellement, moi, je n'aime pas mentir, je n'aime dire la vérité. Le bilan communautaire, il est 0. S'il y avait un bilan communautaire, on serait beaucoup plus à être élu. Et je pense que c'est vrai. On a fait de la politique, certes, c'est vrai. Moi, j'ai quitté le parti où j'étais parce que je trouvais que mon bilan pour ma communauté était 0. Alors, à un moment, moi, j'ai pas envie de faire de la politique. C'est vrai que je suis élue pour tout le monde. Je suis élue pour tous les Belges. Je ne refuse pas. Mais à un moment, il faut qu'on ait un bilan communautaire. Et moi, je pense parce qu'aujourd'hui, à Saint-Josse, vous parlez d'Emir Kir. Les Turcs, au moins, ils ont un bourgmestre turc.
Moi, On parlait je pense que la communauté Kabouya. congolaise doit, monsieur. je pense que la communauté, surtout congolaise, doit quitter les bilans de la médiocrité. Ça veut dire que des bilans dans lesquels on ne voit rien. Mais on se suffit en disant oui, mais maintenant on a perdu tel parce que oui, maintenant okay. il faut justement, maintenant. La prochaine étape, c'est quoi? Moi, je crois que la prochaine étape maintenant, pour les on a besoin. Oui. C'est pas pour les combattants, c'est pour la communauté congolaise. Moi, je crois que Kabouya. la prochaine étape doit être celle d'avoir des élus partout. Quand on dit des élus partout, c'est des élus qui représentent une certaine force. Je vais vous donner un exemple. Quand vous regardez aujourd'hui la communauté marocaine, c'est une force en Belgique. Quand elle décide par exemple de faire grève, on sait qu'ils travaillent dans la STIB. Ils sont partout dans la STIB. Mais attendez. Et là, je vais essayer un petit peu de développer mon sujet. Quand on regarde la communauté arabe, elle est partout dans la STIB. Ils sont propriétaires. Aujourd'hui, en Belgique, après tant d'années que les Belges, les Congolais vivent en Belgique, il y en a très peu qui sont propriétaires. Il y en a très peu qui travaillent dans des compagnies comme la STIB. Ils sont inexistants. Donc, il y a le premier échec, c'est qu'il y a un manque d'emploi. Les Congolais n'ont pas d'emploi. Ils sont employés nulle part. Qu'on arrête de nous mentir qu'on les a engagés, ceci, cela, comme s'il y a des milliers de Congolais aujourd'hui qui travaillent. Les Congolais n'ont pas de boulot et ne pèsent pas, ne représentent rien. Aujourd'hui, même s'ils décident de faire grève en disant qu'on va boycotter, ils vont boycotter quoi? En fermant les magasins, les salons de coiffure. Vous ne pensez pas ça que vous les avez un peu enfoncés dans votre logique de la sanction? Non, on a enfoncé les médiocres. On n'a pas enfoncé des gens qui ont de l'avenir, des gens qui demain peuvent représenter un espoir de changement. Et ces jeunes-là, il n'y a pas que ces jeunes-là, ils sont beaucoup. Mais on a, et c'est ça que je vous ai dit. Vous avez en face de vous une dame qui est jeune, vous aurez dû... Voilà, mais cette dame, elle est jeune. Cette dame, elle est jeune. Un esprit elle a jeune, de l'avenir. un changement de parti, vous aurez pu essayer, elle, même avec elle est non seulement jeune, elle a de l'avenir. l'avenir, elle a de l'intelligence, et moi je crois en elle pour le futur. Seulement, comme je lui ai dit, c'est que... En perdant 6 ans. Non, c'est pas perdant 6 ans. C'est 6, ça veut dire que maintenant, on va réfléchir. Il n'y a pas de perte. Rien ne se fait par hasard. Il y a des choses, souvent, quand ça arrive, ça doit vous servir pour vous agrandir, pour que vous preniez exemple, conseil pour aller plus loin. Vous comprenez? Moi, ce que je voulais dire à M. Kabouya, c'est que quelque part, les Arabes sont partout, mais ils ont commencé aussi à avoir des mandats d'abord municipaux. Ils ont d'abord tissé leur toile partout. Ils sont partout à la STIB, ils ont commencé aussi à faire des examens. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse aussi de l'information pour notre communauté. Parce qu'on ne peut pas être partout. Quand il y a des examens pour la fonction publique, c'est des examens où il n'y a pas de triche, où il n'y a pas de... Si on veut être dans les administrations, passons les examens, inscrivons-nous, soyons aussi proactifs. C'est vrai que le politique a ses défauts, mais nous aussi, c'est un travail d'échange. Parce que pour construire ce leadership congolais, il faut aussi que la communauté congolaise, quand ils ont en dehors des élections, appelez-nous. Quand il y a une conférence, appelez-nous, échangeons. Parce qu'après, on nous reproche qu'on n'est pas là. Mais nous également, pendant la période d'élection, moi je peux aussi reprocher parfois à la communauté que quand c'est une période hors campagne, on ne nous appelle pas. C'est quand il y a campagne. Là, Madame Toulouka, c'est moi qui vous ai appelé. J'ai dit, voilà, j'aimerais donner mon message de remerciement. Mais pendant la campagne, c'est vous qui m'aviez appelé. Donc, c'est pour ça que je dis que moi, je trouve que pendant ces périodes où il n'y a pas de campagne, il faut qu'il y ait échange. Mais je ne suis pas vraiment tout à fait d'accord avec Madame Mouchebele quand elle dit qu'il faut qu'on puisse aller dans des examens ou quoi que ce soit. Ça voudrait dire en fait que notre communauté, il y a des médiocres. Or, nous savons que le problème, il est au-dessus, il est plus loin, c'est un problème de discrimination. Ça veut dire que les Congolais sont discriminés à l'emploi, sont discriminés partout, dans le logement, dans les crèches, vous le retrouvez dans tout. Le Congolais aujourd'hui n'a encore personne pour le représenter. Les personnes qu'on avait élues, qui devaient représenter cette communauté, qui devaient renforcer cette communauté, permettre à ce que cette communauté soit une communauté forte, ont failli à leur devoir, à leur mission. C'est-à-dire que, quand vous regardez par exemple les Arabes, c'est pas qu'ils sont arrivés parce qu'ils faisaient des meilleurs examens où ils étaient plus intelligents et que les Noirs ne voulaient pas passer par des examens. La vérité, c'est qu'ils avaient des élus, des gens qui leur représentent partout, qui criaient, qui disent non, il faut que nos frères, quand il y a un problème de discrimination, ils passent à la télé, ils disent. Mais nous, on a des gens qui ont été élus, et une fois élus,
ils ont commencé à réaliser leurs rêves. J'ai compris, monsieur. Aujourd'hui, ils ont été sanctionnés. Avec vous, j'aime un peu parler du Congo parce que vous êtes journaliste combattant. Vous parlez très fort et très haut du Congo. Et vous avez organisé des marches contre la francophonie. Il y a eu francophonie. Comment vous lisez les choses aujourd'hui après francophonie? Mais c'est ça, c'est que voilà, nous ne sommes pas des gens qui passons toujours notre temps à crier tout ce qu'on fait. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là pour distraire, mais il y a aussi des personnes qui travaillent dans l'ombre, qui font du travail en dessous. Est-ce que vous savez par exemple que depuis le mois fin mai, nous avons pris contact avec l'Élysée? Mais nous ne l'avons jamais crié sur aucun toit, dans lequel nous avons expliqué par exemple à M. François Hollande que nous aimerions, nous la communauté congolaise, nous aimerions qu'il y ait du changement parce qu'on estime que les élections se sont mal passées, parce qu'on estime que les droits de l'homme ne sont pas respectés, que les opposants n'ont pas droit à la parole au Congo. Et donc, nous avons fait un travail dans lequel nous avons recensé toutes nos préoccupations et nous avons écrit une lettre. Et après cette lettre, avant même que M. François Hollande puisse partir au Congo, M. François Hollande nous a répondu. Nous a répondu en disant « Nous comprenons vos préoccupations et le but de mon voyage est d'aller dans ce pays pour aller transmettre votre message de vous, cette diaspora. » Donc, M. François Hollande, de par le travail que nous avons fait en sous-marin, je ne crois pas que nous étions les seuls à avoir pris cette initiative. M. François Hollande a été votre porte-parole, comme vous aimez bien les porte-paroles. C'est pas que nous aimons bien les porte-paroles. Nous travaillons pour un travail de lobbying qui veut dire qu'il faut faire du travail. Est-ce que le travail qu'il a accompli au Congo, vous en êtes satisfait? Je suis totalement satisfait et je crois même que les personnes qui tenaient et qui ont organisé doivent s'en mordre les doigts d'avoir organisé parce que ça tournait au ridicule pour eux. Donc ça s'est vraiment retourné contre eux parce que ce fut vraiment un sommet dans lequel on a mis en avant toutes les irrégularités, les manques de démocratie qu'il y a au Congo. Et c'était plutôt un jugement contre le bilan. En même temps, la marche contre la francophonie, elle n'aurait pas dû être. Vous aurez dû... Non, attention. Il faut savoir que... Vous étiez contre, c'est ça qu'on explique toujours. Vous félicitez la démarche. Non, on félicite en fait le résultat du travail qui a été fait en sous-marin. Ça veut dire que vous avez l'impression, ou peut-être on vous fait croire par d'autres personnes que notre travail, ce n'est que de manifester, marcher dans la rue. Il y a aussi un travail qui se fait en sous-marin. Mais le travail de sous-marin, on ne l'expose pas toujours en surface. Nous faisons d'autres travaux. C'est ça aussi le lobbying. Je vous avais dit que j'étais parti aux États-Unis, on en a parlé l'autre fois. C'est-à-dire que quand je vais aux États-Unis, c'est pour que quand, par exemple, vous avez un dictateur comme M. Kabila qui arrive à New York, eh bien, que nos compatriotes de là-bas puissent réagir. Et ça a été vu, nos compatriotes là-bas, après avoir, ils ont réagi. Donc, quelque part, ce que je voulais dire là-dedans, c'est que notre travail, ce n'est pas que le travail que vous voyez et, qui se fait en surface, il y a aussi un travail de suivi qui se fait derrière. Et là, c'est pour ça que, dans cette comparaison qu'on a dit, je félicite M. François Hollande pour l'attitude qu'il a eue, et par contre, à côté de cela, je déplore l'attitude de monsieur, excusez-moi, je déplore l'attitude de monsieur, comment il s'appelle, de monsieur Reynders et de la Belgique, qui est toujours la même, qui est une politique de lèche-botte, dans laquelle on regarde que les intérêts de l'État et on ne regarde pas le peuple qui souffre, on ne regarde pas ces Congolais-là qui sont dans une perpétuelle souffrance et des femmes qu'on viole tous les jours et ces enfants aussi. On vous remercie, M. Kabouya. Madame, on va se quitter. Est-ce que vous aurez des projets? Qu'allez-vous faire maintenant? Mais j'ai beaucoup de projets en lice, bien sûr, mais ce n'est pas le temps ou le moment d'en parler. Là, c'était juste une bataille qui était perdue, mais la guerre n'est pas perdue. Et je voulais dire aussi à M. Jeannot Kabouya que pour l'instant, on est en Belgique, on vit en Belgique. C'est vrai qu'on est tous préoccupés par la situation au Congo. Moi, je suis la première préoccupée par ça parce que je suis une femme. Quand je vois des femmes qui sont violées, ça ne me fait pas plaisir. Et je n'ai pas envie de rire quand je vois des femmes. Je suis tellement préoccupée par cette situation. Et je pense que maintenant, au lieu juste de dire, voilà, la Belgique a fait ou la Belgique n'a pas fait, il est temps que nous, communauté congolaise, qui vivons en Belgique, vous avez des enfants en Belgique, on a tous des familles ici en Belgique, il faut qu'on se mette main dans la main et qu'on sache ce qu'on va faire. Comme je l'ai dit, dans 2 ans, il y a des échéances. On va continuer dans le boycott. Est-ce qu'on va boycotter? Ou bien qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de porter nos préoccupations pour qu'on puisse voir le changement. Quelles sont les armes qu'on aura
pour que dans 2 ans, les élections qui vont se passer, excusez-moi, que les personnes qui vont siéger dans ces parlements régionaux ou bien fédéraux soient des personnes qu'on ait choisies, des personnes qui vont nous représenter et des personnes qui vont porter nos valeurs. Et moi, je pense que c'est maintenant le temps de faire ce travail. Je pense que le passé, c'est très bien, mais c'est avec le passé et les erreurs du passé qu'on construit un futur. C'est sur ces mots qu'on va se quitter. Je vous remercie, madame, d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Kabouya, d'être venu sur notre plateau. Cette émission est terminée. Je vous retrouve, comme je le dis tout le temps, la prochaine fois avec un nouveau numéro et de nouvelles personnes. Merci et au revoir.